On est parti pour un sujet type bac, contrôle continu en enseignement scientifique première sur les cristaux. Donc on a ici la page de garde du sujet, je vais tout de suite, hop, passer sur la deuxième page avec le premier exercice. La kimberlite est une roche qui peut contenir des cristaux de diamant. Elle est issue du refroidissement d'une lave et doit son nom à la ville de Kimberley en Afrique du Sud, où elle fut découverte pour la première fois. Intéressant, déjà on apprend quelque chose. Observation de la kimberlite. La kimberlite est présentée à différentes échelles sur le document réponse en annexe. Donc quand on vous dit ça, c'est qu'il s'agit généralement de la dernière page du sujet, ou l'avant-dernière page, voilà, que je retrouve juste ici. Question 1, observation des constituants d'une kimberlite à différentes échelles. Première question, identifier les structures observées en inscrivant parmi les propositions suivantes les réponses dans les cadres prévus. Cellules, roches, organites, minérales, modélisation à l'échelle de l'atome. Donc déjà, il faut bien lire la question. C'est parmi les propositions suivantes, et pas toutes les propositions suivantes. On voit qu'il n'y a que 3 cadres, donc en fait, il ne faut pas noter toutes les propositions qu'on nous donne, mais choisir dans les propositions qu'on nous donne celles qui y correspondent. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer par la plus facile. Ça, qu'est-ce que c'est quand on a une vue comme ça d'ensemble et qu'on voit vraiment la roche, hein, le rocher, quoi, j'ai envie de dire, qu'on nous met sous les yeux, à l'échelle vraiment macroscopique. Eh bien, du coup, c'est le terme roche, évidemment, qui correspond ici. Donc, ce qu'on va inscrire ici, c'est la roche. Ensuite, lorsque l'on place cette roche en lame, on observe ici différents constituants. Il faut bien retenir que quand on prend une roche et qu'on la met en lame et qu'on observe ce genre de choses, en fait, ce que l'on voit ici, ce sont les minéraux. Donc, c'est le minéral ici qui va nous intéresser dans cette deuxième cadre. Et puis enfin ici, ce que l'on voit, eh bien, c'est vraiment la constitution atomique. Donc ce qu'on va vraiment pouvoir dire, on voit ici les atomes qui sont représentés, on voit comment se configurer la maille en fait, hein, tout simplement. Donc ce qu'on voit ici, c'est vraiment une modélisation à l'échelle de l'atome. Et c'est une modélisation, hein, on voit que c'est un modèle et non pas une photographie évidemment à l'échelle de l'atome. Voilà donc pour cette première question, il y avait 3 cadres et il fallait choisir 3 propositions pour compléter ces cadres. Cochez la proposition juste dans le QCM du document réponse à rendre avec la copie. Donc la question 2 et donc le QCM est sur la page suivante, que je prends juste ici. Et voici la question. Lorsque les minéraux sont présents dans une pâte amorphe, cela indique un refroidissement rapide, une forte pression, un refroidissement lent, une oxydation de la roche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que amorphe, ça veut dire qu'il n'a pas de forme cristallisée. Amorphe n'a pas de forme cristallisée. Et ça arrive, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours, lorsqu'il y a un refroidissement rapide. Donc c'est vraiment la première proposition qui est la bonne. La deuxième question, la roche de kimberlite a une origine sédimentaire, volcanique, anthropique ou biologique. En fait, si on reprend ici l'énoncé, eh bien on voit qu'elle est issue du refroidissement d'une lave, et donc c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Allez, on enchaîne avec la suite. Structure cristalline du diamant. Des diamants sont souvent présents dans la kimberlite sous forme d'inclusion. Le diamant est un minéral transparent composé de cristaux de carbone pur. Cette pierre précieuse est connue pour être le minéral le plus dur qui soit. On cherche à savoir si dans le cas du diamant, le carbone cristallise sous une forme cubique à face centrée. Donné, on nous donne le rayon d'un atome de carbone et on nous donne la masse d'un atome de carbone. Donc faites attention, des fois dans certains sujets, on met les données à la fin de l'énoncé, donc il ne faut pas oublier d'aller les chercher. Donc question 3, étude d'un réseau cubique à face centrée, exactement ce qu'on a fait dans les vidéos de cours et d'exercices sur Nouvelle Classe. 3A, compléter le schéma de maille d'un réseau cubique à face centrée, donc CFC, présenté dans le document réponse en indiquant la position des atomes. Donc il va falloir compléter ce schéma cubique face centrée en indiquant la position des atomes. Donc dans toutes les mailles qu'on a étudiées en cours, on sait qu'il y a des atomes dans les sommets, sur les sommets de la maille. Donc je vais pouvoir déjà représenter 8 atomes, 1 sur chaque sommet. Et puis dans le cadre d'un cubique face centré, on va avoir un atome au milieu de chaque face. Donc on va en avoir un ici, un ici, un ici, un ici, et puis un sur la face avant et un sur la face arrière. On a donc un atome au centre de chaque face. Voilà, on a donc représenté la configuration du cubique face centré avec 8 atomes sur les sommets et 6 atomes au centre de chaque face. On peut enchaîner avec la question suivante, déterminer en le justifiant le nombre d'atomes présents à l'intérieur d'une maille. Eh bien c'est assez simple, on sait que les atomes qui sont présents au niveau des sommets, ils comptent pour 1/8, et on sait que les atomes au centre des faces, ils comptent pour 1/2. On sait qu'on a 8 atomes sur les sommets, donc 8 fois 1/8, et 6 atomes au centre des faces, donc 6 fois 1/2, ce qui nous donne 1 plus 6 fois 1/2, 3, et donc 4. On peut donc dire en quelques secondes, d'après ce qu'on a vu dans les vidéos d'exercice sur Nouvelle Classe, qu'il y a 4 atomes dans la maille.
On peut passer à la question suivante. Donc on nous donne un document, vue d'une face du cube, réseau cubique à face centrée. Ok, on nous donne ceci. Question 3C, le paramètre de maille noté A est la longueur d'une arête du cube. Donc c'est ce qu'on représente ici, la longueur d'une arête du cube. Si je reprends ici le schéma de mon cube, en fait le paramètre de maille A, c'est ça. C'est la longueur d'une arête du cube. Démontrer que A est égal à 2 fois racine de 2 fois R. Et évidemment, pour ça, on va utiliser le document qui est juste ici. Alors, la technique quand on a ce genre de questions, c'est d'utiliser un théorème bien connu qui est le théorème de Pythagore. On voit qu'on est ici tout simplement dans le cadre d'un triangle rectangle, qu'on va pouvoir prendre comme ceci. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On connaît évidemment ce théorème de quatrième par cœur. Ici, l'hypoténuse, elle est égale à 4 fois le rayon d'un cercle. En effet, on voit qu'on a nos cercles ici, donc qui correspondent aux entités à l'intérieur de la maille. On voit que le rayon qui est indiqué ici, que le rayon il est noté petit r, et que c'est le rayon ici effectivement du cercle. Et on voit qu'on a donc un rayon, 2, 3, 4 rayons. Donc l'hypoténuse de notre triangle rectangle qu'on prend ici, il est donc égal, cette hypoténuse, à 4 fois le rayon, donc l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On aura donc ici A carré, un premier côté, plus A carré, l'autre côté. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est d'après le théorème de Pythagore. De là, il n'y a plus qu'à faire les calculs pour retrouver cette petite formule. Donc il fallait juste appliquer le théorème de Pythagore, on l'avait déjà fait dans des vidéos d'exercice sur Nouvelle Classe. On a donc 4R le tout au carré, donc on n'oublie pas de mettre le 4 au carré et le R au carré. Ça nous fait donc 16R carré qui sera égal à 2 fois A au carré. Donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est que 16 sur 2R au carré, ce sera égal à A au carré. Je passe le 2 de l'autre côté, tout simplement. On peut donc dire que 8R au carré, c'est égal à A au carré, tout simplement. Et donc, pour obtenir A, on met le tout à la racine carrée. A est égal à la racine de 8R au carré. Et donc, 8 au carré, on sait que c'est égal à 2 fois racine de 2. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les exercices. Ce qui nous permet donc de dire que A, c'est égal à 2 fois la racine de 2 multiplié par le rayon. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait ici. A est égal à 2 racines de 2 fois le rayon. On a pu faire ce calcul simplement avec le théorème de Pythagore. On enchaîne avec la 3D.